Nous sommes ravis de vous accueillir sous un format un peu particulier, dans ce contexte inédit. Nous sommes tous confrontés à une crise exceptionnelle où nous avons dû très rapidement revoir une organisation et puis une façon de travailler aussi, tout en accompagnant nos collaborateurs dans les meilleures conditions qu'il était possible. Et on pensait que dans cette situation, dans ce contexte, ce serait vraiment très intéressant de faire appel à deux intervenants de qualité. Le docteur Patrick Légeron avec une approche psychologique et avec des mécanismes et des clés de compréhension pour comment appréhender ce contexte. Et Anne-Sophie Droit, directrice de ressources humaines Picard, qui va vraiment avoir une approche très concrète, pragmatique en fait des choses, puisqu'il a fallu s'organiser très rapidement et avancer. Donc, je vous remercie. Entre souffrance et bien-être du salarié, quelle évolution pour le management dans le contexte actuel du travail? Dominique, je te laisse la parole. Merci Julie, bonjour à tous. Je suis Dominique Nomadec, chargé de clientèle chez TERM, expert en protection sociale. Docteur Patrick Légeron, bonjour, bienvenue parmi nous. Bonjour. Vous êtes psychiatre, fondateur du cabinet Stimulus. Vous êtes par ailleurs co-auteur de 2 rapports importants, très importants, un rapport sur les risques psychosociaux pour le ministre du Travail et un rapport sur le burn-out pour l'Académie nationale de médecine. Ma première question est la suivante. Pourquoi le bien-être au travail est-il si important selon vous en temps normal et notamment dans le contexte du déconfinement? Oui, bonjour à tous. La question du bien-être au travail et de la souffrance est en fait à l'agenda de quasiment toutes les entreprises depuis une vingtaine d'années maintenant, avec beaucoup de retard. Il faut rappeler que c'est dans les années 70 que dans les pays d'Europe du Nord étaient signés des accords entre partenaires sociaux, donc il y a maintenant beaucoup plus longtemps que chez nous. Les drames que la France a connus, du harcèlement moral, du burn-out, des suicides au travail, ont boosté un petit peu la prise de conscience des entreprises et aussi des pouvoirs publics et de la société en général. Et c'est vrai que cette question du bien-être et de la souffrance est importante pour le monde du travail et des entreprises parce que les enjeux sont considérables. Il s'agit d'enjeux à la fois évidemment en termes de santé. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé rappelle que le stress au travail, c'est le premier risque pour la santé des travailleurs. Pendant longtemps, ce n'était pas le premier risque, il y avait d'autres risques physiques, chimiques. Et aujourd'hui, on sait bien que le stress, la souffrance est responsable de pathologies, de maladies psychiques, le burn-out, la dépression, les suicides, mais aussi physiques, les maladies cardiovasculaires, certains troubles musculo-squelettiques. Donc, les enjeux en termes de santé sont considérables. Les enjeux sont aussi en termes d'efficacité des collaborateurs. La souffrance d'un collaborateur diminue sa motivation, diminue sa créativité, diminue sa capacité à résoudre des problèmes. Et donc, évidemment, au niveau de son efficience professionnelle, c'est très limité. Mais les performances économiques dont on ne souligne pas suffisamment la réalité sont considérables. Les pays d'Europe du Nord, d'ailleurs, ont développé le bien-être au travail à partir d'une préoccupation économique. Le Financial Times, dans son édition de l'été dernier, a mené une très grande étude avec des spécialistes montrant que c'est plusieurs centaines de milliards de dollars qui sont perdus chaque année à cause, de la souffrance au travail. En France, en Europe, c'est plusieurs points du PNB. Donc, les coûts sont considérables. Et bonne nouvelle, on sait bien que lorsqu'on développe des actions sur le bien-être, eh bien, le retour sur investissement est considérable. Et puis, n'oublions pas évidemment les obligations juridiques. L'entreprise a pour obligation de ne pas altérer la santé de ses salariés. Et les condamnations récentes, je pense à l'affaire de France Télécom, rappellent que les entreprises et les dirigeants doivent être conscients des risques énormes qu'ils prennent à mettre en souffrance leurs salariés. Tout ça, ce sont des enjeux importants, mais la réalité n'est pas brillante dans notre pays et dans le monde en général, puisqu'on estime aujourd'hui, les derniers rapports, par exemple, de l'Agence européenne, nous montrent qu'un quart des salariés européens, c'est-à-dire 25%, souffrent de stress au travail. La grande étude que Stimulus a conduite auprès de 32 000 salariés il y a quelques mois indique que 24% d'entre eux sont dans un état d'hyperstress, c'est-à-dire des niveaux de stress extrêmes mettant en danger, évidemment, leur santé.
tout ça est bien sûr intéressant à noter en termes de réalité du phénomène. Et les dernières études de Santé publique France montrent que cette question de la souffrance pathologique au travail est en progression régulière, donc loin de diminuer, eh bien, cette réalité s'accroît. Donc, on voit un petit peu la réalité. Mais tout ça sont des chiffres avant la période que nous vivons. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, nous avons évidemment une réalité un petit peu modifiée. La réalité du contexte actuel, c'est évidemment la montée en très grande puissance du télétravail. Il faut noter que les études jusqu'à présent montraient que le télétravail n'était pas forcément pire que le travail dans les bureaux en termes de bien-être. Il y a des points positifs, des points négatifs, mais globalement, les études montraient que finalement, le télétravail n'était pas forcément néfaste pour la santé. Mais aujourd'hui, le télétravail qu'on observe dans cette période de déconfinement a des caractéristiques très particulières qui doivent attirer notre attention sur les potentiels risques qu'ils induisent. Tout d'abord, c'est un télétravail contraint. Jusqu'à présent, le télétravail était des choix faits par les salariés et cette contrainte de télétravail imposée à certains d'entre eux s'accompagne souvent d'une absence de préparation ou de matériel, de techniques, de conditions de réalisation, des fois pas du tout satisfaisantes. Deuxième caractéristique, c'est un télétravail exclusif. Jusqu'à présent, le télétravail était plutôt partiel, mais là, il va être exclusif, que le télétravail. Et puis, n'oublions pas, en termes de télétravail, mais aussi pour les gens qui retournent au travail dans leur bureau, leur lieu de travail habituel, c'est que cela s'opère dans un environnement doublement anxiogène, c'est-à-dire une anxiété évidemment concernant le risque pour sa santé d'attraper le virus, pour sa santé et celle de ses proches, et puis évidemment anxiogène en termes, c'est-à-dire de son maintien d'emploi, puisqu'il y a de fortes menaces sur l'emploi des salariés actuellement. Alors justement, quel diagnostic posez-vous sur les conséquences du télétravail? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on aborde les risques professionnels, la prise de conscience de ces risques est évidemment une première nécessité, de bien les connaître, les identifier, pour les gérer. Tout risque peut être géré. Et donc, les risques sont dans plusieurs domaines. Tout d'abord, le principal risque qui a été très étudié, c'est le bouleversement de l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Là encore, ce qui est très intéressant, c'est que toutes les études scientifiques nous montrent qu'un bon équilibre entre sa vie au travail et sa vie en dehors du travail est nécessaire comme, j'allais dire, facteur de protection vis-à-vis du stress. Ça permet de s'investir ailleurs qu'au travail, d'avoir des ruptures, d'avoir des pauses. Il faut savoir que depuis pas mal d'années maintenant, cette séparation vie personnelle, vie professionnelle a été quand même très challengée. Et même avant l'épidémie, beaucoup de gens, finalement, avec l'invasion des mails pendant le week-end, les vacances, le soir, etc., voyaient leur vie personnelle un peu, j'allais dire, entravée par la vie professionnelle. Mais aujourd'hui, évidemment, avec le télétravail, il y a un mixte considérable, un mixte en termes de lieux tout d'abord, de temps. Et là, évidemment, il va falloir organiser le télétravail en essayant tant bien que mal de maintenir cette séparation en termes d'emplacement ou réaliser le travail dans son appartement, en termes d'horaire, en termes de tout ça, en termes de préserver des phases de non-travail, etc. Donc tout ça est important. Mais il n'y a pas que le risque en termes de déséquilibre. D'autres risques ont été identifiés et ces risques sont également extrêmement importants. Et les retours que nous avons aujourd'hui, puisqu'il y en a un certain nombre qui apparaissent, nous montrent que beaucoup de salariés en télétravail, puisque ce télétravail pour certains existe maintenant depuis plusieurs semaines, même de longues semaines, eh bien, ce sont les risques d'abord d'isolement. L'homme est un animal social et c'est vrai qu'un des grands facteurs de protection, de réduction du stress au travail, c'est le sentiment d'être dans un collectif, d'échanger avec les autres, d'obtenir du soutien, du support, des relations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cet isolement est complet. Et ce n'est pas les outils de virtualité qui vont remplacer complètement le contact avec les autres. Alors là encore, il faut peut-être réinstaller cette espèce de relation aux autres si fondamentale à nous, être animaux sociaux, à travers peut-être des moments où on discute autre chose que le travail avec ses collègues, on prend des nouvelles du week-end, on peut réinstaurer, comme ça a été fait pour les apéritifs pendant le confinement, des pauses café virtuelles, etc. En tout cas, lutter contre l'isolement. Le deuxième aspect, c'était évidemment aussi l'autonomie. Alors, paradoxalement,
le télétravail donne beaucoup d'autonomie. Les gens sont un petit peu libres de s'organiser comme ils veulent, mais cette liberté complète, ce sentiment d'être abandonné par ses supérieurs, son management, peut être extrêmement source d'inquiétude, source de désarroi, d'autant plus que cette autonomie peut être aussi brisée par un management qui serait trop, j'allais dire, intrusif, flicard, si je veux dire, en train de vous surveiller pour être sûr que ce que vous faites chez vous est bien du travail. Autre point important, c'est évidemment la charge de travail. Là encore, les témoignages qu'on a de gens en télétravail nous montrent que la charge augmente considérablement. On a plus de travail, l'invasion des mails, des téléréunions. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que les entreprises ont été soumises à rude épreuve au niveau économique, avec de pertes de chiffre d'affaires, et la tentation, j'allais dire, de rattraper ce qui a été perdu, d'augmenter la productivité, évidemment forte, accroissant autant la charge de travail, qui est une cause évidemment importante en termes de risques psychosociaux pour le stress au travail. Et puis, n'oublions pas que le travail est vécu de manière, j'allais dire, positive, de bien-être, lorsqu'il a du sens. Le sens qu'on donne à son travail est important et ce sens est évidemment complètement challengé aujourd'hui. Quand vous avez autour de vous des menaces qui sont beaucoup plus fondamentales en termes de besoins, des menaces sur votre santé, sur votre emploi, c'est sûr que l'activité que vous faites au quotidien risque d'un seul coup d'avoir beaucoup moins de sens et donc le travail va être de redonner énormément de sens au travail que l'on fait pendant cette période de déconfinement et principalement en télétravail. Voilà un petit peu les risques et déjà plusieurs études publiées par Santé publique France, publiées par l'Agence européenne de santé et de sécurité au travail montrent que le travail est un grand facteur de risque psychosocial et que là encore, en être conscient est une étape importante pour ensuite le gérer. Très bien. Alors justement, vous avez parlé de l'accroissement de la charge de travail. On peut présumer qu'une partie des salariés sont sortis fatigués de ce confinement. Il y a une semaine, nous avons lancé un sondage sur LinkedIn. Nous avons reçu quelques dizaines de votes, 80. Donc c'est un échantillon modeste à l'échelle d'un sondage national, bien sûr. Mais ceci dit, les résultats de ce sondage rejoignent les sondages les plus importants nationaux, puisque on enregistre un salarié sur 4 qui se dit fatigué en sortie de confinement et un salarié sur 5 qui se dit stressé. Alors, ma dernière question, Patrick Légeron, quelle solution vous prescrivez pour atténuer les risques portant atteinte à la santé des salariés ? Tout d'abord, il faut prendre conscience, comme je viens de le souligner, que de nouveaux risques ou d'anciens risques amplifiés sont extrêmement présents. Et cette préoccupation d'identification, de compréhension et de gestion des risques est importante. J'ai déjà essayé de lancer quelques pistes concernant l'autonomie, l'isolement, le sens, la charge de travail, etc. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on s'aperçoit que le rôle du management, c'est-à-dire le management de proximité, les personnes qui vont encadrer une dizaine de collaborateurs, est fondamental. Ça a déjà été souligné il y a fort longtemps. Il y a une dizaine d'années, un très grand rapport réalisé par des personnalités dont la DRH de l'époque de Danone, qui est aujourd'hui notre ministre du Travail, Madame Pénicaud. Ce rapport remis au Premier ministre indiquait clairement que le manager est le premier acteur de santé au travail. C'est le premier acteur du bien-être. L'organisation du travail dont on a parlé, le télétravail compte bien sûr, mais le manager est un acteur fondamental. Déjà, il y a une vingtaine d'années, les recherches menées dans plusieurs pays, dont le Québec, qui est très en avance sur nous, soulignaient qu'au quotidien, le manager, dans sa manière, j'allais dire, de gérer ses collaborateurs, ses attitudes, ses décisions, ses propos, ses comportements, pouvait être en permanence une source de souffrance ou une source de stress. Donc, on a un rôle important. Le manager doit prendre conscience que son rôle est fondamental aujourd'hui. Et cela est d'autant plus vrai dans un pays comme le nôtre, pour lequel la situation du management est assez catastrophique. Dans toutes les études, que ce soit Eurostat, Eurofund, Agence européenne de santé, la grande étude Workplace qui est sortie il y a juste quelques mois, nous montre que la qualité du management français est vraiment à remettre en question. Le manager doit se réinventer complètement dans cette période. Regardez les chiffres. Les études internationales nous montrent que 60% des salariés français jugent que leur manager est une source de stress. Ils ne sont que 40% en moyenne en Europe et dans un pays comme la Norvège, il n'y a que 10% de salariés norvégiens qui disent « mon manager me stresse ».
35% des salariés français estiment que leur employeur ne s'intéresse pas du tout à leur bien-être psychologique. Ils sont 28% en moyenne en Europe. Et dans un pays comme l'Allemagne, que l'on compare souvent à la France, eh bien, c'est simplement 16% qui pensent qu'on ne s'intéresse pas à leur santé. Eh bien, et les actions mises en place sont jugées par 55% des salariés français comme très superficielles. Ce n'est pas en installant une salle de billard ou en mettant, j'allais dire, une séance de relaxation dans un coin qu'on va régler le problème. Il y a 48% seulement des salariés européens qui pensent que c'est superficiel. Et dans un pays comme les Pays-Bas, il n'y a que 15% des salariés qui vous disent que ce que l'on fait est très superficiel. Donc, vous voyez qu'on a une vraie problématique et il est temps, en effet, d'agir. Et comment agir? Eh bien, il faut accentuer notre management et nos capacités, nos compétences managériales et peut-être rejoindre ce que font déjà beaucoup de pays européens et peut-être aller encore plus loin. Et nous avons là plusieurs pistes. D'abord, il faut développer ce que maintenant au niveau international, on a bien défini, c'est-à-dire un management sain. La notion de management sain est très intéressante à comprendre. Elle a été développée par les pays Europe du Nord, anglo-saxons. C'est un peu en analogie avec la nourriture. De même qu'il y a une nourriture qui vous nourrit, certes, qui vous alimente, mais qui est mauvaise pour votre santé. Et de même, il existe une nourriture saine, qui est bonne pour votre santé et qui, évidemment, vous apporte l'alimentation nécessaire. Eh bien, il y a un management qui est un management qui gère ses équipes, mais qui est désastreux en termes de santé de ses collaborateurs. Et il y a un management sain, healthy management, qui est bon pour manager, mais qui est bon aussi pour les équipes. Et ce management, en fait, il prend plusieurs formes, plusieurs caractéristiques. C'est un management d'ailleurs, d'abord de l'humain. C'est un management de bienveillance et de l'humain. On gère des hommes avant de gérer uniquement des objectifs, des chiffres à atteindre, des tableaux Excel. La gestion des émotions est importante. En cette période, il y a énormément d'émotions. Des émotions d'anxiété, d'inquiétude, des émotions de découragement, de démotivation, des émotions de colère, de révolte, d'insatisfaction. Mais il peut aussi y avoir des émotions positives, de fierté, de plaisir, etc. Le manager doit en prendre compte. Il doit les écouter, les favoriser dans leurs expressions. L'écoute des émotions des salariés est extrêmement importante. Là encore, les chiffres ne sont pas formidables. Il n'y a que un tiers des salariés français dans les études européennes qui vous disent en cas de difficulté, de malaise, je pourrais en parler à mon manager. Ils sont 2 fois plus dans un pays comme la Bretagne ou la Grande-Bretagne ou l'Allemagne. Vous voyez l'écoute. Donc, il faut faciliter. Et ensuite, il faut gérer les émotions, les qualités d'empathie, l'écoute des émotions, la compréhension des émotions, l'aide au niveau émotionnel. Il faut, en un mot, que le manager devienne un peu plus intelligent émotionnellement et sans doute un peu psychologue avant d'être simplement un stratège de performance. Les feedbacks sont importants. Là encore, le manager doit être omniprésent à donner sans cesse des feedbacks, mais des feedbacks bienveillants, aussi bien positifs que négatifs. Là encore, les chiffres sont quand même assez inquiétants. La plupart des managers ne fournissent pas suffisamment de feedback à leurs salariés, à la différence de ce qu'on observe dans d'autres pays. Et puis le dernier point que je garde pour la fin, mais qui est peut-être le plus important, en termes de différence qui existe entre le management dans notre pays et dans d'autres pays, c'est le sentiment de non-reconnaissance. Je ne ferai pas un parallélisme avec ce qui s'est passé dans les hôpitaux, même si je suis médecin hospitalier en même temps, où beaucoup de soignants ont souligné l'absence de reconnaissance, pas simplement salariale, mais la reconnaissance sociale. Et là encore, c'est intéressant, il n'y a que la moitié des salariés français aujourd'hui qui disent recevoir suffisamment de reconnaissance au travail. Ils sont plus de 66% dans l'Union européenne et dans un pays comme la Suisse, 75% disent oui, j'ai suffisamment de reconnaissance au travail. Et cette reconnaissance, ce n'est pas simplement de la reconnaissance financière, c'est la reconnaissance sociale, s'intéresser à ce que font les gens, complimenter. D'ailleurs, une grande publication de Harvard Business School il y a quelques années expliquait qu'en période de crise, en période de changement, en période de grande restructuration, c'est-à-dire lorsque l'entreprise est soumise à des grands tremblements de terre, des grands chocs comme c'est le cas actuellement, le rôle du management en termes de reconnaissance est fondamental, il doit être mobilisé. Voilà un petit peu
toutes ces pratiques managériales qui n'ont rien de révolutionnaire, mais qui font si défaut dans notre pays. Et je crois que si ça pouvait être un électrochoc pour le management français de se dire « il faut que j'évolue de manière dramatique dans ma façon de manager mes équipes », ce serait extrêmement salutaire. Je voudrais conclure mon intervention à travers un constat qui a été fait maintenant il y a plus de 20 ans, mais ce qui était dit il y a 10 peut encore servir d'actualité. C'est le constat fourni par le Bureau international du travail il y a plus de 20 ans. Dans le premier grand rapport publié en 1990 par l'OIT sur le stress au travail, rapport international, il était écrit « Les entreprises qui réussiront à faire face aux challenges et aux contraintes de leur environnement seront celles qui auront fait de la lutte contre le stress au travail, du bien-être de leurs salariés, une stratégie majeure. » Comment, aujourd'hui, peut-on imaginer que dans la situation actuelle où sont les entreprises, ne pas faire de ce bien-être une stratégie majeure et d'accepter que des salariés soient en souffrance va permettre à ces entreprises de sortir du défi auquel elles sont confrontées. Donc, vous voyez que ce constat du BIT est encore plus d'actualité aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment, Patrick Légeron, pour ce retour d'expertise, ces convictions. Il suffit de regarder un petit peu les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, pour voir émerger cette prise de conscience des dirigeants, des managers, sur l'importance effectivement accordée au bien-être des salariés. Et il y a peut-être effectivement un début de changement qui va apparaître dans les entreprises. En tout cas, c'est à souhaiter. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Julie. Merci, docteur, pour vos témoignages et puis pour ces informations qui sont très enrichissantes pour tous. Maintenant, on va passer sur une approche un peu plus opérationnelle avec Anne-Sophie Droit. Vous êtes DRH de la société Picard. Hein, donc, absolument. Je vais la présenter, évidemment, mais voilà, Picard, je pense qu'on connaît tous quand même et on a tous pu profiter des services de vos salariés pendant ce confinement où vous avez été sur le pont du début à la fin. C'est pour ça qu'on trouvait c'est très intéressant aussi d'avoir votre témoignage. Vous devez faire face à une situation exceptionnelle. Donc, merci pour votre témoignage et puis merci pour le temps que vous consacrez parce qu'on sait que vous avez beaucoup de choses à faire. Aussi bien sur l'adaptation de votre activité pendant le confinement qu'après, au moment du déconfinement. Et donc, voilà, on aurait voulu avoir l'expérience, ce que vous avez dû mettre en place, ce que vous avez fait, vous écouter sur justement cette période de crise qu'on vit tous actuellement. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Julie. Bonjour à tous. J'espère que tous vous vous portez au mieux. Merci aussi pour l'expérience que nous a apportée Patrick Légeron, qui est particulièrement intéressante avec cette perspective pour une entreprise comme la nôtre. Juste un petit mot, Julie. J'espère effectivement que tout le monde connaît nos moelleux au chocolat. Sachez que derrière aussi le petit flocon bleu qui apparaît à l'écran, il y a 5000 collaborateurs. Je ne sais pas si vous le saviez, 1000 magasins, et que cette entreprise, à la base, elle est familiale et elle existe depuis 1906. Ce fait-là est particulièrement important dans la façon dont nous avons vécu cette crise, parce que vous le verrez, il y a des valeurs historiques, traditionnelles très fortes chez Picard qui ont perduré et qui ont fait que nous avons abordé les choses avec un prisme tout à fait particulier. Pour revenir à la façon dont nous avons vécu cette crise, en réalité, nous l'avons vécue en 3 temps, avec une première phase de sidération. Je crois que tous les Français ont été sous le choc. Une deuxième phase de réaction avec beaucoup plus de plans d'action, d'adrénaline pour répondre à cette crise. Et puis une troisième phase plus de reconstruction, de résilience dans laquelle nous nous trouvons encore aujourd'hui. Alors si je reviens à la première phase, je veux vous signaler un petit point. Cette première phase de sidération, c'était effectivement une phase très inconfortable, très anxiogène pour notre entreprise et pour les équipes et leurs managers. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais effectivement, le gouvernement nous a demandé de rester ouverts pendant toute cette phase. Les magasins Picard, c'était à la fois des lieux où on trouvait de la distribution alimentaire, mais aussi des lieux de vie, où d'ailleurs quelques clients se donnaient rendez-vous pour braver cette crise. Mais rappelez-vous que pendant tout ce moment-là, au début de la crise, nous n'avions pas
l'autorisation de porter des masques. Tous les masques étaient réservés au personnel soignant pour les raisons qu'on connaît et sur lesquelles on ne va pas débattre. Mais c'est vrai que du coup, ce manque d'équipement de protection, alors même que nous étions dans la volonté, dans l'obligation d'assurer une mission de commerce, a été particulièrement difficile à vivre dans les premiers jours de la crise. Donc, on a vraiment subi cette situation dans cette première phase. Mais très vite, nous avons pu réagir et on est entré dans une phase de réaction où on a eu une véritable montée en adrénaline. On a essayé d'adapter très vite nos outils, nos process et paradoxalement, Julie, cette phase a été très bénéfique pour notre entreprise. Oui. Bon, je ne sais pas si vous voulez que je continue pour vous expliquer un petit peu nos outils, mais je voulais souligner les points bénéfiques de cette deuxième phase. Il y a eu plusieurs points. Moi, j'aime beaucoup la langue chinoise par les questions qu'elle nous pose. Dans l'idéogramme chinois, la crise est représentée par deux caractères, un qui signifie danger et l'autre caractère qui signifie opportunité. Et effectivement, avec cette deuxième phase de réaction, nous, on a pu lire la crise avec un aspect très opportunité et bénéfice pour notre société. Je voulais rappeler, Picard, c'est une société plutôt traditionnelle avec des fortes valeurs familiales. Et pendant cette crise, on a été obligé d'accélérer notre modernisation sur plein d'aspects. Il y a eu un premier aspect qui est assez évident, c'est l'aspect digitalisation. Un deuxième aspect sur la communication, un troisième aspect sur les solutions de bien-être qu'on a pu donner à nos collaborateurs. Et puis, et je pense que comme Patrick Légeron l'a rappelé, le management a été clé pendant cette période et nous l'avons formé, accompagné à vitesse grandie pour pouvoir accompagner toutes les équipes pendant cette phase. Et puis un dernier point, ça a été aussi l'occasion de revoir la façon dont on organise notre entreprise, revoir et accompagner le changement dans notre entreprise, et ça a été extrêmement bénéfique, je crois, pour Picard. Alors, sur le premier point, sur la digitalisation, je vais revenir un tout petit peu dessus, parce qu'effectivement, ce n'était pas quelque chose qui était très pratiqué chez Picard, mais pour faire face au confinement, évidemment, nous avons souhaité équiper toutes nos équipes pour leur faciliter leur mode de travail au quotidien et d'éviter de polluer en fait nos collaborateurs avec des questions purement matérielles. Donc, on a accéléré la transition vers le digital. On a équipé tout le monde qui était en télétravail en PC portable. On a formé tout le staff en outils de visioconférence. On a établi un plan de formation axé webinar et non plus présentiel. Bref, on a complètement déployé une phase de digitalisation dans le premier mois. Mais en même temps, cette phase qui est plutôt bénéfique, on a constaté qu'elle était extrêmement fatigante pour tous nos collaborateurs qui l'ont souligné. En réalité, l'enchaînement des réunions en visioconférence a été un facteur de fatigue très important. Ce n'est pas une vue de l'esprit, hein. Il y a eu des études scientifiques à ce sujet. On a constaté par des études de l'INSEAD, qui datent de plusieurs années maintenant, qu'il y a une distorsion en visioconférence entre le son et les images et que cela demande un niveau de concentration qui est particulièrement important, en tout cas plus important que dans des réunions en face à face. C'est un professeur de l'INSEAD qui a travaillé sur le sujet qui nous dit, c'est M. Petri-Guillieri, il l'indique de cette façon: nos esprits sont ensemble, mais nos corps sentent que nous ne le sommes pas. Cette dissonance fait que les gens ont des sentiments contradictoires et cette dissonance est épuisante. Vous ne pouvez pas vous détendre naturellement dans la conversation. Donc, on voit très bien à la fois le bénéfice qu'a apporté cette digitalisation et en même temps les limites d'un nouveau système auquel on a dû s'adapter. Nous avons du coup proposé d'adapter les formats en fonction de la fatigue de nos équipes pour proposer soit de modérer dans la journée les visioconférences, soit d'alterner avec des conférences téléphoniques ou de proposer des réunions ponctuellement hybrides en présentiel, en petit comité avec un peu de visioconférence, et puis d'imposer des rituels pour séparer effectivement l'espace purement travail et de l'espace-temps purement personnel. Donc ça, c'était un point très important.
Le deuxième point de bénéfice dans cette phase, ça a été le point sur la communication interne-externe. On avait plutôt une communication très top-down et très traditionnelle avant cette crise, mais effectivement, on a revu complètement notre façon de communiquer dans ces derniers mois. Sur plusieurs points. Sur la fréquence, puisque cette crise qui nous a éloignés les uns des autres a nécessité encore plus de contacts humains. Et ça, c'est pour moi quelque chose de fondamental. De fait, sur la fréquence, on a considéré qu'il fallait encore plus de liens étroits entre les équipes et pour combattre l'isolement, la dispersion d'informations ou le manque de sens, essayer de trouver un peu de sens dans ce brouillard qu'on a connu. Nous avons organisé des calls de crise tous les jours. On a suivi au plus près les équipes et demandé aux managers qu'il y ait des contacts à minima tous les 2 ou 3 jours. On a organisé aussi une visio par mois avec nos managers, alors que d'habitude, on l'organisait à peu près 2 fois par an. Et puis, un point très important, on a accentué nos liens avec les partenaires sociaux. Les partenaires qui ont été avec un grand P majuscule, de vrais partenaires pendant toute cette crise. On a essayé d'organiser des réunions formelles avec eux tous les 10 jours. On a créé un réseau WhatsApp avec les délégués syndicaux centraux pour recueillir leurs attentes, pour leur donner des informations urgentes. Bref, pour accentuer en fait et renforcer notre lien avec eux. Donc, sur la fréquence, on a vraiment accentué les choses. On a travaillé aussi sur la forme de communication, sur le mode de canal, en utilisant beaucoup plus les réseaux sociaux, alors qu'on était plutôt papier auparavant. Et puis, on a évidemment utilisé des nouveaux canaux tels que Teams ou WhatsApp. Sur le contenu, enfin, notre communication a bien changé. Comme je vous le disais, on a des valeurs historiques qui sont très fortes chez Picard. Mais là, on a encore plus communiqué sur ces valeurs, encore plus communiqué sur la mission. On a voulu aussi donner beaucoup plus d'incarnation dans notre communication en mettant en valeur des portraits de collaborateurs, nos héros du quotidien, pour leur rendre hommage et puis aussi pour sentir un peu plus d'humanité. C'est extrêmement dur de sentir le contact humain via des ordinateurs ou via une communication uniquement papier. Donc là, on a essayé de faire de la vidéo et d'incarner des portraits, des témoignages, de façon à ce que nos collaborateurs donnent cette touche d'émotion, cette touche d'humanité qui nous semblait importante. Voilà pour vous donner un deuxième point sur ce qu'on a développé chez Picard et un troisième sur le bien-être de nos collaborateurs. Ça aussi, ça a été essentiel. Je crois que Patrick Légeron l'a bien dit. C'est une période très compliquée, très anxiogène. Et donc, pour répondre à cette anxiété, pour nos collaborateurs, on a mis en place plusieurs choses qui nous ont semblé importantes tout de suite. D'abord, très simplement, une adresse mail dédiée Covid-19 pour qu'ils puissent avoir accès à toutes les informations, même sans suivre l'actualité, pour leur aussi les décharger finalement de questions un peu anxiogènes qu'ils pouvaient avoir à l'esprit. On a aussi un partenariat avec Stimulus. Donc, on a renforcé notre communication sur Stimulus pour que les collaborateurs comme les managers puissent faire appel à ce réseau dédié de psychologues de façon continue et pour qu'ils puissent aussi décharger en fait leur anxiété et pouvoir trouver une écoute avec de vrais professionnels dans ce domaine. Puis, toujours avec Stimulus, on a développé un webinar sur mesure pour nos managers, de façon aussi à les aider, les outiller pour pouvoir progresser sur l'écoute et adresser les bons commentaires à leurs collaborateurs pendant cette période si exceptionnelle. On a développé également un petit document très simple pour développer l'empathie des managers en leur donnant quelques conseils. Et puis enfin, pour tous les collaborateurs, on a une conciergerie digitale qui a été mise en place pendant cette période, qui par exemple pouvait donner des cours de sport, des cours qui permettaient à tous les collaborateurs de voir en ligne les autres participants, des ateliers créatifs également en ligne, la possibilité aussi de commander des choses par Internet, tout ce qui a permis de garder un lien de convivialité entre nos collaborateurs pendant la période. Donc voilà pour ce troisième outil. Ensuite,
il y a d'autres choses qu'on a faites chez Picard. Si vous me permettez de continuer, Julie, il y a également beaucoup de choses qu'on a faites sur le management. Le management est clé. Je crois que Patrick Légeron nous a convaincus sur le sujet, mais nous, on l'a vu de façon très empirique sur le terrain. C'est les premiers, réceptacles des souffrances des collaborateurs. C'est aussi les premiers relais d'information de la direction vers le terrain, du terrain vers la direction. Donc, ils sont indispensables pendant cette période et on a nécessité en tout cas de les équiper encore plus pendant cette période si étonnante d'outils adaptés pour gérer cette crise. Alors d'abord, pour être tout à fait honnête, il y a certains managers qui ont complètement découvert le télétravail. Alors j'ai une grande pensée pour eux parce que le management à distance, pour eux, ça a été très compliqué à aborder, mais ils se sont adaptés avec grande rapidité et ils ressortent très positifs finalement du télétravail. Mais il a fallu quand même combattre certains préjugés sur la productivité des équipes qui étaient en télétravail, apprendre à certains managers aussi à lâcher prise, à trouver d'autres tempos, d'autres rituels d'équipe pour contrôler le travail sans harceler le salarié. Ça a demandé aussi une pratique du management data-driven, c'est-à-dire beaucoup plus sur des objectifs très clairs, très simples, très lisibles par les équipes pour être encore plus efficaces. Donc, il y a eu déjà cette phase-là. Et puis, évidemment, et j'en ai parlé tout à l'heure, il fallait développer l'empathie et l'écoute des managers pendant cette période si particulière. Et donc, on a vu différents cas de figure dans notre typologie Picard. On a eu la typologie du jeune cadre qui habite seul dans un studio confiné et qui étouffe et qui a besoin de revenir au travail parce qu'il a envie de voir des collègues. On a aussi eu à gérer une autre typologie avec la mère de famille qui a dû télétravailler, mais aussi assurer une école à distance et aussi assurer une intendance parce qu'il n'y avait pas de cantine. Donc, qui a cumulé une charge émotionnelle, une charge de travail importante. Donc, on a eu différentes typologies. On a eu aussi la typologie de collaborateurs se déplaçant pour assurer le service en magasin, avec toutes les questions d'anxiété liées aux équipements, à l'évolution du virus. Donc, tout cela a généré différentes typologies d'anxiété. Et vous savez, nous, on est dans le commerce de précision. On personnalise en fait le commerce chez Picard. Mais de là, de la même façon, on a demandé à nos managers de personnaliser leur écoute en fonction de ces différentes typologies. Et de fait, on a essayé de leur créer un document pour leur permettre de répondre à des questions très, très simples de leurs collaborateurs et en même temps de poser les bonnes questions, les questions ouvertes qui permettent d'aborder une situation dans toute sa complexité. Et c'était pas du tout évident pour eux de prime abord. Et puis, il faut gérer une dichotomie. Comment être proche de mon collaborateur quand je suis loin? Comment je peux repérer les signaux faibles d'un collaborateur en difficulté? Quand dois-je actionner la RH? Quand dois-je actionner Stimulus? Est-ce que je peux poser certaines questions à mon collaborateur sans paraître intrusif? Bref, toutes ces questions, on a essayé de les traiter avec les managers, de leur donner des clés pour qu'ils puissent progresser sur cette partie-là. On leur a appris d'ailleurs la méthode du questionnement également, comment être à l'écoute en cas de crise, alors qu'on doit donner en urgence des directives. Ce n'est pas si simple. Donc, on leur a demandé de bien penser à poser certaines questions au début de réunion et leur apprendre à rester toujours ouvert à l'écoute de son collaborateur. Il y a un point très important, c'est aussi dans les modes de communication du manager avec le collaborateur, apprendre à accentuer pendant cette crise le verbal, mais aussi le non-verbal. Et ce n'est pas si simple. Quand vous avez un masque en magasin, comment vous souriez à votre client, comment vous souriez à votre collaborateur, c'est vraiment autant de questions très concrètes posées pour qu'en fait, on puisse faire passer de l'émotion dans un cadre complètement atypique. Et puis, un dernier point qui me tient particulièrement à cœur, c'est un point pour nos managers qui a été fondamental. Comment les aider à muscler aussi leurs valeurs Picard, leur éthique? Comment, dans cette période
incroyable où les fondamentaux de la vie, de la maladie, de la mort sont toujours à l'esprit. Comment concilier intérêt de santé et business? Comment concilier civisme et business? Et ça a été des questions au cœur de la charge des managers parce que c'est des questions qui sont extrêmement difficiles à répondre. À titre d'exemple, par exemple chez Picard, on a fait le choix de ne pas profiter du chômage partiel pour nos fonctions support qui n'avaient plus d'activité. On l'a fait de manière délibérée et éthique pour laisser en fait les subventions étatiques à des entreprises qui étaient plus dans le besoin. Picard continuait son activité, donc on a fait ce choix. Mais en même temps, on s'est retrouvé avec des managers qui nous ont dit « mais écoutez, moi je ne sais pas comment organiser le travail avec mes équipes, comment je peux faire ?» Donc on a inventé des circuits d'évolution de leurs collaborateurs, de mobilité interne, pour qu'en fait toutes les équipes soient occupées, sans qu'on puisse recourir en fait à ce chômage partiel. Et ces questions-là, abordées avec nos managers, c'était aussi un moyen de les faire monter en puissance pour leur donner encore plus de valeur, encore plus d'éthique et pour les accompagner dans cette façon de grandir. Je pense toujours dans ce travail-là un neuropsychiatre assez célèbre qui s'appelle Viktor Frankl, qui a mis en relief la nécessité d'avoir du sens pour la construction des individus. Et je crois que ça, c'est fondamental. Viktor Frankl a vu que dans des conditions extrêmes, les personnes qui survivaient, ce n'étaient pas forcément les personnes en meilleure santé, ce n'étaient pas forcément les personnes avec le QI le plus important, ce n'étaient pas forcément les gens les plus actifs ou les sportifs, c'était vraiment des personnes qui avaient une dose de sens, une dose de spiritualité plus importante que les autres. Et ça, c'est une grande leçon qu'il nous a donnée, Viktor Frankl, et on l'utilise beaucoup. Dans ce brouillard qu'on a connu pendant ces derniers mois, on a essayé de rendre ce sens-là à nos équipes, ce sens à nos managers, pour rendre ce monde-là encore plus intelligible et ne pas subir en réalité. Et je crois que ça a été clé pour le développement de Picard et pour le bien-être des équipes de Picard pendant cette période. Enfin, on a eu donc ces 4 points positifs, un 5e qui a été très fort pendant toute cette période. Cette crise nous a donné l'opportunité de changer, de bouger et d'évoluer culturellement. Et évidemment, on ne peut pas se réjouir de ce qui s'est passé, mais en même temps, de ce point de vue-là, sur ce tout petit aspect, c'est fondamental. On était une entreprise très top-down et on est passé à une entreprise beaucoup plus collaborative par la force des choses. On avait besoin, en fait, de nos collaborateurs pendant cette crise. On avait besoin de leurs témoignages pour savoir tout de suite, en temps réel, ce qui était nécessaire pour eux. Donc, on a remonté, tout simplement, toutes les informations qu'on pouvait. On a renforcé cette courroie de transmission du terrain vers les dirigeants. Et ça nous a permis d'accélérer considérablement la prise de décision. Donc, dans une entreprise comme la nôtre, qui était très traditionnelle, très top-down, on a complètement accéléré cette modification culturelle et on a mis en place une plateforme en ligne qui s'appelle Espace Collaborateur qui nous a permis de le faire. Donc, sur cet espace web, on a mis en ligne des idées des collaborateurs, des idées d'agencement des magasins, par exemple, des tutoriels pour monter une vitre plexiglas pour protéger les caisses ou pour positionner un bidon de gel hydroalcoolique à l'entrée du magasin. Donc, ça a permis finalement à chacun de s'investir concrètement pendant la crise et finalement, ça a eu plein de bénéfices. J'ai parlé de la vitesse de prise de décision, mais c'est aussi un moyen de trouver un sens pour chacun, une marge de manœuvre qu'il n'avait plus parce qu'il était en train de subir une crise. Et dans cette période incertaine, en fait, où tout est incertain et rien n'est maîtrisable, c'est particulièrement anxiogène, cette petite marge de manœuvre, finalement, c'est un moyen de reprendre pied, de reprendre le devant de la scène et de se dire « j'ai un rôle à jouer pendant la crise ». Et enfin, dans cette mutation culturelle, on a été un cran plus loin puisqu'on a constitué une chaîne de solidarité qu'on a appelée Picard Ensemble avec des photos de tout à chacun, de nos collaborateurs, des témoignages de nos clients pour se soutenir pendant cette crise. Et finalement, cette chaîne de solidarité, donc qui venait vraiment du bas, qui était très collaborative,
nous a permis d'avoir un contact et un contact très fort, très émotionnel pour se soutenir et pour nous booster au quotidien. Et ça, je crois que ça a été un vrai plus qui a fini de convaincre nos dirigeants qu'une entreprise collaborative, elle pouvait aller encore plus loin. Voilà pour cette deuxième phase, Julie. Oui. On entre maintenant dans une troisième phase, on peut le dire. Oui, je me permets juste de vous couper, d'en profiter, Anne-Sophie. Effectivement, je vous ai laissé présenter et on voit qu'il y a un vrai dynamisme et une vraie organisation qui s'est mise en place et c'est des vraies valeurs que nous, on peut retrouver aussi qui permettent de voir à quel point il a fallu s'adapter rapidement à une crise qui était quand même qui est toujours compliquée et on en voit effectivement que vous avez un aujourd'hui et un demain quoi. Enfin, c'est ce qui ressort beaucoup, c'est et après il y a un avant et un après et c'est ça aussi qu'on aimerait voir. Qu'est-ce que vous allez retenir de tout ça on voit que vous avez mis des choses en place. Qu'est-ce qui a été bénéfique, qu'est-ce qui l'est moins ou qu'est-ce que vous allez conserver dans tout ce que vous avez fait? Écoutez, là déjà, un point très important, c'est qu'il faut absolument qu'on sorte de cette phase de réponse, de réaction, qui est très opérationnelle, qui est nécessaire pour aller vite tout de suite. Mais il faut reprendre effectivement des leçons sur le monde d'après pour se reconstruire et arrêter d'être les pieds dans la glu. Donc, on a arrêté déjà tous les calls de crise journaliers et on est en train de réfléchir en brainstorming avec les équipes sur ce monde d'après. On a d'ailleurs programmé une réunion avec l'ensemble de notre encadrement dans une dizaine de jours pour réinventer ce monde d'après. Comment on va s'adapter à ces nouvelles clés sociologiques, de consommation aussi, pour demain. Donc, je crois que c'est ça que moi j'ai envie de retenir, c'est il était important d'avoir cette phase d'accélération et d'adrénaline, mais il est encore plus important de s'en sortir, de prendre de la distance, du recul et d'en tirer les fruits. Et ça, je ne peux pas complètement vous répondre parce que ça sera un travail collectif qu'on va faire avec tout le personnel. Oui, je comprends. Mais c'est vrai que ça laisse des perspectives et avec beaucoup d'interrogations. Et à la fois, il a fallu qu'on se réhabitue à un mode de fonctionnement dans toutes les sociétés en fonction des activités, des typologies différentes, avec des managers aussi. Il y a pas mal de témoignages qui ressortent, mais effectivement, on parle beaucoup du management et comment on accompagne les managers aussi à aider les collaborateurs. C'est pas toujours évident, donner du sens aussi. C'est vrai que sortir un petit peu d'être dans le télétravail constant de façon obligatoire, c'est quelque chose qui est un peu compliqué à gérer et à trouver du sens. Et pour autant, on entend là dernièrement dans l'actualité du Facebook qui dit demain, on recrutera que des gens en télétravail et à domicile en fait et ça ne nous pose aucun problème. Donc, oui. Alors, c'est vrai que moi, l'expérience que je vous livre, elle a un prisme particulier parce qu'elle est adossée à une culture d'entreprise particulière qui était très militaire, très top-down, très traditionnelle. Donc, par exemple, nous, on ne lâchera jamais l'écoute qu'on a eue de nos collaborateurs. Je pense que ça y est, c'est rentré dans les mœurs. Pour inventer le monde d'après, je vous l'ai dit, on va faire des brainstorming. On fait déjà quelques sondages pour savoir comment les gens appréhendent, pour ceux qui étaient en télétravail, le retour. Donc, vous voyez, c'est une façon effectivement très importante de tirer une première leçon de cette crise pour Picard. Mais il y a certainement plein d'autres choses pour tirer le plus positif de tout ce qui s'est passé. Donc, Dominique, je te laisse peut-être reprendre la parole. Merci Anne-Sophie pour votre témoignage. Peut-être deux questions très brèves. Il y a eu beaucoup de commentaires sur le chat. Alors, des observations très positives sur les interventions de l'un et de l'autre. Et quelques questions, on ne pourra pas toutes les poser malheureusement. Moi, je vais mettre un peu de poil à gratter. Il y a eu des commentaires et des questions autour du oui, d'accord, on peut former le management, mais est-ce que le management des entreprises n'est-il pas victime lui-même du haut management français? Derrière cette question-là, il y a la pression des actionnaires, il y a peut-être une certaine culture du haut management français, des grands patrons qui n'est pas encore en phase avec ce que vous proposez, ce que vous mettez en pratique. Il y a également une observation sur toutes les entreprises ne sont pas aussi vertueuses que Picard.
Est-ce que par endroit du globe, hein, finalement, la loi du marché n'est-elle pas plus forte que le management vertueux? Est-ce que vous avez une réponse à ça? Moi, j'ai une réponse. C'est évident qu'il y a une problématique dans le haut management. D'ailleurs, quand on parle de former les managers à, j'allais dire, à un management bienveillant de l'humain, s'intéresser autant, si ce n'est plus aux gens qu'aux résultats, on s'aperçoit qu'en France, ce n'est pas le cas. Il y a très peu d'entreprises françaises qui ont fait du bien-être une stratégie majeure. Moi, je me souviens dans les années 90, à un grand colloque européen, où d'ailleurs il n'y avait pas la France, de grosses entreprises, Procter & Gamble, SAP Allemagne, il y avait Nokia, qui était une très belle entreprise en Finlande, et qui parlait un petit peu de ces problématiques de well-being. Et les dirigeants étaient complètement impliqués. Et le responsable de Nokia à l'époque me disait, c'était dans les années 90, il me disait la stratégie de bien-être est aussi importante chez nous que recherche et développement et que la stratégie financière. C'est-à-dire que ce n'était pas relégué comme une fonction secondaire. Et aujourd'hui, moi, je vois bien dans mon expérience auprès de très grands groupes le nombre rarissime de fois où je suis intervenu dans des comités de direction. C'est-à-dire, en fait, on intervient au mieux avec les ressources humaines, parfois même pas avec les ressources humaines, avec un adjoint chargé des relations sociales. Et les comités de direction, dans leur grande majorité, ne sont pas du tout formés à ces problématiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi qui est à souligner, c'est que ces grands dirigeants, évidemment, sont souvent des gens qui n'ont pas été formés à l'humain. Maintenant, c'est en train de changer. Moi-même, j'interviens à Sciences Po. Il y a beaucoup d'interventions dans plein de business schools. Et dans les pays d'Europe du Nord, très tôt, ces futurs dirigeants sont formés à l'aspect humain, c'est-à-dire à bien comprendre que dans les écoles de management, il y a aussi l'humain. Quand je suis un peu violent dans mes propos, je dis que dans les écoles dites de management, on apprend tout sauf le management. On apprend la finance, la stratégie, le marketing, mais apprendre l'humain, on n'apprend pas. Et vous avez raison, Anne-Sophie Droit a souligné que l'empathie, ça fait plein de gens ne savent pas ce que c'est. La formation, l'empathie, on apprend à faire des tableaux Excel, mais on n'apprend pas à écouter des collaborateurs, on n'apprend pas tout ça. Et le pire aujourd'hui, c'est que beaucoup de managers vous disent on n'a jamais fait de ça une stratégie majeure de mon action. Et me disent, et même, et j'espère que ça va changer avec la crise, même si je commence à avoir ces comportements d'écoute, etc., ils me disent de manière très cynique, je ne serai pas jugé là-dessus. Je serai jugé sur la productivité de mon équipe et pas sur les aspects humains. Et ça, c'est une erreur fondamentale parce que les pays anglo d'Europe du Nord ont bien compris, et c'est ce que m'avaient dit les dirigeants de Nokia à l'époque, ils m'avaient dit, s'occuper du bien-être, ce n'est pas une approche bisounours, ce n'est pas une approche humaniste, c'est une approche business, le return of investment. Et tant que l'entreprise ne paiera pas plein pot le dégât qu'elle fait à cause du mal-être, parce que c'est complètement mutualisé. Quand vous savez que, par exemple, la reconnaissance en burn-out de maladie professionnelle n'existe quasiment pas, donc c'est tout le monde qui paye, c'est l'assurance maladie. Mais lorsque ça sera mutualisé, lorsque les payeurs, pollueurs égale payeurs, c'est-à-dire que les entreprises qui font souffrir leurs salariés en payent plein pot et non pas par mutualisation les dégâts, peut-être que cela a changé. Alors j'espère que la situation actuelle va changer, mais c'est les premiers managers, c'est les dirigeants qui ont à mettre en action tout ça. Et il y a un appel que j'ai signé, c'est-à-dire moi j'aimerais bien entendre aujourd'hui, comme c'est dans les pays d'Europe du Nord, comme c'est au Québec, les grands patrons signer un texte, les grands patrons, pas les ressources humaines, les grands patrons, un texte dans lequel l'idée nous engageons à mettre en place l'équivalent de ce qu'il fait dans les pays d'Europe du Nord en termes de well-being. Nous nous engageons. Mais ça, non. On confie ça aux ressources humaines, à la médecine du travail. C'est encore hors du champ des comités de direction. Très bien. Merci Patrick Légeron. Votre réponse est très claire. On a bien fait. Juste un point. C'est la réalité. Pardon Anne-Sophie. Peut-être que Anne-Sophie Droit peut dire quelque chose. Mais c'est vrai que vous êtes une entreprise assez atypique et qui est modèle, mais elle représente, vous savez, moi ça fait 30 ans que je fréquente le monde du travail, etc. Et des entreprises, etc., des DRH, et je peux vous assurer que vous êtes un modèle, mais vous n'êtes pas représentatif de ce que sont aujourd'hui les entreprises françaises. Vous êtes dans l'exception. Oui.
J'espère que vous allez servir de modèle. Si je peux me permettre, Patrick Légeron, d'abord, les DRH maintenant font partie des comités exécutifs, des comités de direction. J'ai traversé différentes entreprises avant d'aller chez Picard et j'ai vu de très, très belles entreprises qui font maintenant pousser ce sujet sur le haut de la pile, qui ont bien compris qu'en fait, le sujet de bien-être était incontournable pour la motivation et pour la production, en fait, et pour la productivité des équipes. Donc, je suis un petit peu plus nuancée que vous. Moi, j'y crois, autrement, je ne serais pas DRH. Je suis d'accord, les choses ont beaucoup voilà. évolué, mais comment se fait-il que dans les classements européens, l'étude Ozener qui est sortie il y a 6 mois, l'étude de l'Agence européenne sur la santé et sécurité au travail, sur les risques psychosociaux, nous sommes dans les 3 derniers avec la Bulgarie, la Pologne. Comment se fait-il que nous soyons les 3 derniers en termes d'évaluation, de gestion de tout ça? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est des études européennes. Je veux dire, il y a beaucoup d'entreprises qui sont mais nous avons énormément de retard. Nous avons énormément de retard. Enfin, c'est pas moi qui le dis, regardez les classements européens, Eurostat, Europhone, l'agence européenne. Nous sommes très en retard. Nous sommes dans le peloton de queue de l'Union européenne. En tout cas, je suis d'un caractère plutôt optimiste. J'ai plutôt tendance à réfléchir à des solutions plutôt que de m'infliger. Mais non, mais à Stimulus, on est optimiste. L'approche, on met en place plein de choses. En me disant mais c'est vrai on ne fait pas ce qu'il faut. Je pense qu'il y a beaucoup de belles initiatives. Il faut booster, c'est pas suffisant. Je pense qu'il ne faut pas retenir uniquement les choses qui vont pas bien. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et je pense que Picard n'est pas atypique. Il y a d'autres entreprises qui font des choses. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour vos réponses. Juste avant de repasser la parole à Julie, un petit commentaire sur le sondage qui s'est affiché pendant les propos de Patrick Légeron. Donc, en fait, vous êtes 54% à répondre après l'intervention d'Anne-Sophie Droit et de Patrick Légeron que finalement, vous estimez ne pas avoir mis toutes les solutions en place pour le bien-être de vos salariés en sortie de confinement. Voilà. Julie, je te rends la parole. Merci. Merci. Ouais, je vais conclure parce qu'il est un peu tard. Donc, merci de votre participation. C'est à tous, toutes les personnes qui se sont connectées, évidemment à vous, Anne-Sophie et puis Patrick Légeron. On vous invite à suivre notre actualité sur notre page LinkedIn où effectivement on fait des interviews assez régulièrement de DRH parce que c'est bien d'avoir des retours d'expérience. Par rapport au well-being dont vous parliez, alors moi, je n'ai pas du tout de vision des ressources humaines ni côté docteur psychologue, mais ce qu'on sait, nous, c'est qu'on accompagne Théorème, on est vraiment expert en protection sociale et ce qu'on voit depuis des années, c'est vraiment des demandes des clients qu'on a sur tout ce qui est well-being, système de services complémentaires à des contrats de mutuelle ou de prévoyance qu'on pourrait dire simples, vraiment pour accompagner la communication et tout ce qui peut être tourné vers les salariés et c'est très important d'avoir une connaissance justement accrue des besoins et ce que moi je peux constater, c'est que c'est difficile de trouver quelque chose de palpable, même pour les directions des ressources humaines. C'est pas toujours évident de savoir ce qu'il est bon de faire, ce qu'il n'est pas bon de faire. Est-ce qu'un collaborateur va bien le prendre ou un autre mal? C'est toujours compliqué d'avoir le consensus collectif aussi. Mais sachez qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup de services qui sont mis à disposition. Là, en fait, par exemple, sur le confinement, il y a eu le développement de la téléconsultation qui existe depuis longtemps, mais qui a été renforcée largement et qui a été communiquée, qui va prendre un bond énorme, alors que ça fait des années que la sécurité sociale essaie de le développer, notamment sur les déserts médicaux. Et puis aussi, tout ce qui est services de soutien psychologique, dont nous, on connaît aussi à travers Stimulus, qui ont été renforcés aussi, mis à disposition pour des clients qu'on avait besoin. Plein de services qui sont développés et qui sont mis en place dans le cadre de prévention, de well-being. Théorème, on accompagne vraiment nos clients dans le cadre d'audit, d'optimisation. On le ressent aussi de toute manière sur le taux d'absentéisme, les augmentations de la souffrance des salariés au travail, parce qu'il y a énormément d'absentéisme avec des comptes qui se dégradent. Donc, basiquement, ça a un impact sur les coûts. Donc, c'est comment on pilote son risque, comment on fait pour piloter son risque pour que on arrive à bien couvrir ses salariés sans pour autant se mettre dans une situation où ça peut coûter très, très cher aux sociétés. Voilà. Donc, encore merci de vos interventions et prenez soin de vous, même si on a après un peu l'actualité, mais voilà, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Julie.
Merci Julie, merci Dominique, merci à Théorème. Merci Anne-Sophie, merci Patrick, merci infiniment. Au revoir. Merci à tous les participants. Au revoir, à bientôt. Portez-vous bien, au revoir. Oui, vous aussi, merci.